Bonsoir à tous. Hein. Alors, excusez-nous déjà pour le retard, mais effectivement, on avait un petit élément qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y avait de danse avant la conférence, alors que Laurent Moutama, qui va nous accompagner pour prendre la vidéo et le son de cette conférence, normalement, il a besoin de 3/4 d'heure, une demi-heure très, très speed et 3/4 d'heure normalement pour se mettre en place. Donc là, on lui a demandé de faire un peu plus vite, mais bon, voilà, c'est les aléas de la technique. Bon, ceci étant dit, donc on est dans le cadre des 50 ans de l'association de généalogie du Maine-et-Loire, hein, de l'Anjou, qui est devenu le Maine-et-Loire, mais voilà, donc 50 ans, effectivement, l'association a été créée en mai 1973, et donc on est pile dans les 50 ans de l'association. Donc à cette occasion, on s'est dit qu'il fallait marquer le coup, et on a prévu des animations un peu dans tout le département, à Beaupro, à Douai, à Angers et ici à Saumur, où on a le plaisir de vous accueillir et où Madame Faucou et Monsieur Blandrin ont accepté de bien vouloir faire cette conférence qui va nous parler de l'abbé Souillet, l'abbé des Fleurs. Et donc je vais sans plus tarder laisser la parole à Madame Faucou. Voilà, merci à vous. Plus on est savant, plus on connaît de choses, plus on s'aperçoit de l'immensité de notre ignorance. Aussi, le vrai savant est-il toujours prudent de ses affirmations et modeste dans sa vie ? Écrit Madame Raggioneri, comtesse italienne, en novembre 1933. Elle s'adresse et définit ainsi l'abbé Henri Souillet, l'un des plus grands spécialistes au monde de la culture du lys, qui devait passer une vie bien obscure dans les deux plus petites communes du Maine-et-Loire, Chartrenay près de Baugé et Milly près de Gênes. De nos jours, on conserve de lui une abondante correspondance botanique de 2000 documents, des agendas de 1928 à 1945, de nombreuses photographies de sa paroisse et de ses plantes, des publications scientifiques et historiques et quelques témoignages. Qui est donc ce prêtre si peu connu dans la région, sinon dans le souvenir de quelques anciens fidèles ? Il se dit d'abord et avant tout prêtre de l'Église catholique. La botanique chez lui est une passion, mais non sa fonction principale. Et pourtant, c'est cette connaissance des plantes, la culture de lys extraordinaire, de muguets rares, de narcisses et de fritillères quasiment disparues qui vont le rendre célèbre et recherché dans le monde scientifique. Henri Souillet est né à Chartrenay, 49 habitants, le 1er décembre 1899, d'une famille rurale bien implantée dans le Baugeois. Depuis plus de 100 ans, les Souillet, Androuin, Goupil, Bachelier cultivent la terre. Son père Henri, cantonnier, est né au Vieil-Baugé en 1863 et sa mère Marie Androuin à Chartrenay en 1859. Elle est lingère, Henri sera leur unique enfant. Il développe très tôt une intelligence vive et l'abbé Dupoué, curé de Chartrenay, finance ses études au collège Saint-Joseph de Baugé. Il entre ensuite au séminaire et est ordonné prêtre à Angers le 29 juin 1923. Il enseigne alors au collège Montgazon pendant 2 années et en 1925 devient curé de Milly-le-Meugon. Situé à 7 km de Gênes, sur l'ancienne voie romaine qui mène à Douai-la-Fontaine, le village de Milly se présente au creux d'un petit vallon, protégé par une église étroite, mêlée à des restes de remparts. Il compte à peu près 300 habitants à l'époque où l'abbé Souillet prend possession de la cure, long bâtiment aux fenêtres ornementées datant du XVIe siècle. C'est à l'ombre du nouveau château construit au XIXe que l'abbé Souillet,
l'humble et patient jardinier va réaliser des merveilles. Outre ses talents, il mène la vie laborieuse du curé de paroisse, création et animation du patronage, accueil de scouts, organisation de pèlerinages et de fêtes religieuses, dont il envoie le revenu à ses correspondants missionnaires. Ces agendas sont éloquents et permettent de suivre au quotidien la vie de ce prêtre de campagne, ses préoccupations, son emploi du temps. Le dimanche 12 novembre 1945, il commence à préparer Noël et note: les anges de Noël sont Eliette Guichou, 1m10, Alice Breton, 1m25, Huguette Gamichon, 1m32, Raymond Durvois, 1m35 et Colette Bonnet, 1m38. Séduit par la photographie, il emprunte un appareil photo en 1928 et multiplie les prises de vue de son église. 26 décembre 28, par temps couvert, j'ai photographié l'intérieur de l'église. Et en 1936, quand il peut enfin s'offrir un appareil photo, 27 décembre, photo de l'autel à 8 heures, décoration rouge et blanche, 300 bougies. Quand le temps le permet, il s'adonne à des recherches archéologiques et historiques sur le village de Milly et publie les galeries de Milly dans la revue La Province d'Anjou. Il y décrit le presbytère, ses fresques et ses fenêtres. Située à l'est du château, cette ancienne dépendance a été transformée en partie en ferme, en partie en presbytère depuis un siècle. Dans le bulletin paroissial de 1926, il raconte l'origine de la paroisse et cite le nom de tous les curés qui se sont succédés. Le dernier est le sien, Souillet, 1925-1975, point d'interrogation, espérant ainsi une longue vie dans ce paisible petit pays. 1928, l'évêque d'Angers le nomme curé de Brézé, mais l'abbé refuse de quitter son jardin et ses paroissiens qui signent une pétition pour le conserver. C'est l'époque où les milieux scientifiques commencent à le connaître et l'un de ses amis lui écrit « À mon avis, votre évêque veut tout simplement vous ramener à ce qu'il pense être votre devoir, pensant que vous vous adonnez un peu trop au culte de Flore et pas assez à celui de son Église. » En 1932, tout changement de paroisse semble être écarté. Il doit cependant se justifier et explique que la culture et le commerce de ses fleurs lui sont indispensables. Les prêtres français, n'étant plus payés, ils ont chacun une spécialité qui les aide à vivre. Personnellement, je touche 3 500 francs par an, tout compris. Et je dois faire vivre mon vieux père et ma vieille mère. N'ayant aucune ressource personnelle, mes parents étaient journaliers, je dois me contenter de cette somme. Entre 1932 et 1939, il reçoit l'électricité et malgré son coût prohibitif, équipe son église d'un chauffage. Il s'achète une petite voiture et fait restaurer un orgue rarissime ayant appartenu à l'une des dernières reines de France. Nicolas Fourneau, célèbre facteur d'orgue parisien, avait offert au roi de France Louis-Philippe, très amateur de curiosités, un instrument unique, orgue et harmonium, moins encombrant qu'un petit piano à queue. Le roi l'offrit à la reine Marie-Amélie. En 1848, la Révolution oblige la famille d'Orléans à quitter le palais précipitamment, avec très peu de bagages. L'orgue de Fourneau passe alors aux mains de Anne-Sophie Marchou, comtesse de Caen. Très proche de la famille royale, reçue à la cour à l'occasion de son mariage, la comtesse de Caen le reçut-elle en cadeau de noces ou bien le sauva-t-elle des dégâts de la révolte? Nul ne le sait. Toujours est-il que l'orgue arrive en Anjou en 1866,
quand la comtesse s'installe au prieuré de Saint-Georges des Sept-Voies. Elle y décède en 1870. L'orgue est alors transmis à l'abbé Souillet, mais seulement en 1925. Restauré par les soins d'un luthier de Saumur, M. Coutard, il demeurera au presbytère de Milly jusqu'à la mort de l'abbé. Après quelques pérégrinations, l'orgue de Fourneau se trouve actuellement dans un musée suisse. 1934, l'abbé Souillet s'intéresse à la vie politique. Attentif à ce qui se passe à l'étranger, il s'informe grâce à ses correspondants botaniques. Son ami, le visionnaire et pessimiste M. Debras, originaire de Saint-Jean-de-Bray, lui écrit : Les événements ne semblent guère rassurants. Je vois toutes sortes de possibilités. Le camp de concentration, l'exil, la révocation, le suicide, la guerre civile possible, la guerre tout court probable et sans doute prochaine. Les relations avec l'Italie sont difficiles. L'abbé ne peut plus se procurer les graines de fleurs nécessaires à ses cultures. Il écrit à Madame Raggioneri : Je pense tous les jours à l'Italie et je prie pour elle. Dites bien autour de vous que les vrais Français aiment beaucoup votre pays. L'application des sanctions nous a beaucoup peinés, mais jamais la France ne fera la guerre à l'Italie. Ce serait une monstruosité qui révolterait toutes les honnêtes gens de mon pays. Et une autre fois, quant aux événements politiques actuels, ils ne m'émeuvent nullement. Nous sommes en 1934. La disparition probable du régime capitaliste me laisse absolument indifférent, car ce régime est pourri. J'espère que la nouvelle société sera moins égoïste et plus soucieuse de conserver les valeurs françaises. 1939, c'est la guerre. Et le 17 juin 1940, à minuit et demi, la voix du maréchal Pétain annonce la défaite de la France. 2 heures plus tard, le colonel Michon, commandant l'école de cavalerie de Saumur, décide de défendre la Loire. Aussitôt, les différents éléments de l'école reçoivent leurs ordres d'affectation. Le mardi 18 juin, le 3e escadron motorisé, sous les ordres du capitaine Folz, cantonne à Milly comme unité de soutien destinée à renforcer le secteur de Gênes. Lorsque, en cette soirée du 18 juin, écrit l'abbé Souillet, vers 17h, je vis pour la première fois ces jeunes hommes. La plupart d'entre eux avaient tout juste 20 ans. Je ne pus m'empêcher un vif sentiment d'angoisse. On les envoyait à la mort. Combien reviendrait de l'héroïque équipé ? Le lieutenant Bonin, accompagné de Labazan, rencontre au milieu de la nuit l'abbé Souillet. « Je viens, lui dit-il, de donner l'alerte, car il me semble que l'ennemi a devancé nos prévisions. Faites-nous l'amitié de nous rendre à l'église dès maintenant. » Sur les pages de son agenda de 1940, l'abbé note ces paroles du lieutenant Bonin : « Il faut tenir coûte que coûte, c'est pour la France. » Les 2 hommes se sont séparés à 50 mètres devant la maison, l'un devant le petit hangar, l'autre regardant la route. C'est ainsi que, pendant de longues heures, dans ma petite église, dont les vitraux tremblaient au bruit du canon, qui déjà faisait rage à Saumur, je reçus les dernières confidences de jeunes hommes qui, eux, ne tremblaient pas. Cette mémorable veillée d'armes restera fixée sur un très beau vitrail dans l'église de Milly. Financé par de généreux bienfaiteurs, il sera inauguré en été 1944 et y seront invités les défenseurs de Gênes, leurs familles, leurs amis.
Touché au plus profond de lui-même par ce terrible épisode de la guerre, l'abbé l'est doublement, puisque son jardin est saccagé. L'autorité militaire l'a choisi pour donner asile à 2 batteries de canons anti-aériens. Le 19 juin 1940, il assiste, navré mais résigné, à la destruction totale de ses plantes. Lorsque la bataille fut terminée, mon jardin piétiné et bouleversé était semblable à un terrain désert et ravagé. Il se remet au travail avec son vieux père, le cantonnier de Chartrenay, et accueille les réfugiés nombreux à Milly, jusqu'à 150 réfugiés en 1943. Depuis 1940, notre modeste village a connu une certaine animation. Perdu au milieu des bois, jadis ignoré, peut-être même dédaigné, il s'est révélé soudain à ceux qui avaient besoin d'une ombre protectrice comme un lieu plein d'intérêt. Pour faire face aux restrictions, l'abbé Souillet fabrique l'encens de son église et le ciment de son jardin. Dans son carnet, il note soigneusement les événements de la vie quotidienne. Dimanche 16 avril 1944, Notre-Dame de Boulogne est arrivée à Douai. Ce matin, 15 juillet 1944, on a emmené Robert Gouret. Samedi 26 août, bombardement à Cunot, à Tours. Dimanche 27 août, bombe, avion sur Saint-Eugène, Gênes. La guerre s'achève. 9 mai 1945, armistice. À 9h, Tédéum suivi du défilé des troupes devant le monument. Ce soir, 15 mai, Auguste Chaplet est arrivé d'Allemagne. 26 mai, ce soir est arrivé Roger Cheminot. Et puis, le mardi 5 juin 1945, c'est l'accident de voiture en transportant un malade à l'hôpital de Saumur. Il y aura 3 morts et 6 blessés. L'abbé souffre de multiples blessures, traumatisme crânien, lésions de la moelle épinière. Il perd totalement l'usage de son oreille gauche et de son œil droit. Il ne s'en remettra jamais. Hémiplégique et hypertendu, il se rend 2 fois par semaine à l'hôpital d'Angers, puis, sur le conseil de ses amis, se fait soigner à Paris. En février 1946, une nouvelle attaque d'hémiplégie l'oblige à un long traitement douloureux. Décembre 1947, il ne craint plus la mort et s'intéresse prudemment au phénomène mystérieux de l'île Bouchard. 4 enfants ont, pendant une semaine, reçu des apparitions dans l'église du village. Il les rencontre, les interroge et rédige à la demande de l'évêque de Tours un rapport d'une grande minutie situant l'île Bouchard dans son contexte historique, décrivant les enfants, leurs familles, en y ajoutant les interventions médicales et psychologiques indispensables à de tels événements. En novembre 1950, son état empire et nécessite une hospitalisation à Douai-la-Fontaine. Le 6 mars de l'année suivante, se sentant un peu mieux, il part rendre visite à ses paroissiens et à son jardin, au volant de sa 202. À son retour, il est foudroyé par une hémorragie cérébrale et meurt en arrivant à l'hôpital de Douai. C'est l'un de ses petits anges de Noël, Madame Guichou, qui le préparera à son dernier voyage. Il repose désormais dans le petit cimetière de Milly, auprès de ses fidèles et au milieu de ses fleurs. L'horticulture est un art essentiellement pacifique. Pour qu'il vive et se développe heureusement, il faut à ceux qui l'exercent une ambiance de calme et de sérénité. À plus forte raison, ceci est vrai pour ceux qui consacrent volontairement leur activité aux fleurs les plus magnifiques et les plus rares, car celles-ci, en général, demandent des soins plus attentifs et plus constants. L'abbé Souillet, artiste botanique, possède la passion qui pousse à étudier, à herboriser, mais aussi la faculté de comprendre l'étendue et les limites de la science.
La culture du lys est celle qui le rendra célèbre dans les milieux scientifiques. Parmi les fleurs que le Créateur a distribuées à profusion dans le monde, le lys tient une place de choix. Que de gloire dans ses corolles blanches, jaunes, rouges ou mauves. En 1926, il débute la culture du lys, précisant toutefois qu'il n'est pas un amateur, mais un cultivateur. En 1930, il en possède 150 variétés et en 1932, 200. Il écrit dans le monde entier pour se procurer des graines et des bulbes, les hybrides, échange avec d'autres amateurs et des professionnels, publie des articles dans des revues nationales et internationales. En 1933, dans l'un de ses courriers, il précise être, à son avis, le seul Européen à posséder le beau bulbe du rarissime lys Hyacintinum. Il adapte à sa terre des lys disparus depuis plusieurs siècles, effectue des croisements et se passionne pour le candidum, dont il dit posséder toutes les variétés, même celles très rares à feuilles panachées. Il s'interroge sur la variété Charles X, la plus belle forme des candidums, mais aussi la plus délicate. Ce lys au nom royal était connu bien avant le règne de Charles X dans la province algérienne de Kabylie, à Tajinou Darouz. Les lys sont tellement nombreux qu'ils ont donné leur nom à la famille des liliacées, qui comprend par exemple la tulipe, le muscari, la jacinthe, la fritillaire et le muguet. Parmi les plus connus, on peut citer le lys royal, le lys de la Madone, le lys martagon, celui des Pyrénées, le turban, etc. Certains ont des fleurs dressées, d'autres horizontales ou retombantes. Pour effectuer les croisements et créer ses propres hybrides, l'abbé Souillet a pratiqué une méthode toujours valable. Prélèvement du pollen sur une plante, implantation de ce pollen sur le stigmate d'une autre plante, dont on a enlevé les étamines. Autre culture, les Convallaria majalis ou muguets, dont il se fait envoyer des griffes par ses amies italiennes. Il leur écrit en enthousiaste cultivateur et hybridateur des Convallaria et possède la collection la plus complète au monde. Il possède 6 variétés de muguets, à feuilles striées d'or, à feuilles argentées, à fleurs mauves, un prolifique à 80 clochettes par tête, et même un muguet noir, dont on a une photo ici, etc. C'est à toi. Oui. Oh, je t'ai pas mis de stabilo. Ah ben non. Oh, bah, pardon. Cette plante à bulbe de la famille des liliacées est reconnaissable à ses fleurs en forme de clochette qui pendent vers le bas et apparaissent au printemps. Elles sont blanches, pourpres, roses, vertes, brunes ou oranges. Couleurs parfois disposées en damier ou en stries. Non, c'est là. Là, c'est la fritillaire. Ah ben zut alors. Moi, Non, j'ai avancé alors. c'est là. Ah ben, C'est finalement. la faute, oui, de la même famille que les lys. Ah bon, d'accord. Et j'arrête tout alors. Là Ici, à Réussy. D'accord. De la même famille que les lys, il ne possède pas de bulbe. Il parle de qui, là, je ne sais pas. Des muguets. Ah oui. Son rhizome, ou griffe, n'est jamais en dormance et poursuit son expansion pendant l'hiver. C'est une espèce rustique qui nécessite peu de soins, que l'on trouve à l'état sauvage dans les sous-bois. On plante les griffes en mars pour voir fleurir les célèbres clochettes en mai. L'hybridation du muguet est très délicate à cause de la taille des fleurs, mais avec de la persévérance, l'abbé Souillet a réussi. En 1931, il s'intéresse aux fritillères et parvient à adapter dans son jardin la rarissime fritillère de Perse
qu'il a commandé au jardin botanique de Téhéran. Introduite en France voici 3 siècles et demi, elle avait disparu après la Première Guerre mondiale, tous les bulbes ayant mystérieusement péri. Cette plante à bulbes de la famille des Liliacées est reconnaissable à ses fleurs en forme de clochette qui pendent vers le bas et apparaissent au printemps. Elles sont blanches, pourpres, roses, vertes, brunes ou oranges. Couleurs parfois disposées en damier ou en stries. La hauteur des fritillaires varie de quelques centimètres à plus d'1 mètre. Leur odeur parfois désagréable est supposée éloigner les taupes. Originaire d'Asie et de Turquie, elle supporte bien le soleil du Maine-et-Loire. Il réserve un coin de son jardin à des plantes introuvables, l'ellébore niger, l'ellébore oriental, l'Espéraloné andegavensis et à des espèces plus communes, les delphiniums, les cyclamènes, les nomocaris et les jacinthes. Une place de choix pour les narcisses des Glénans, dont il devient l'unique producteur et distributeur. Un ami de l'abbé Souillet, le docteur Guilleneuf, l'avait persuadé de s'intéresser à cette espèce en voie de disparition sur les îles Glénans, dévorées par les troupeaux de moutons. Les narcisses envahissent alors les allées de son jardin et, en 1936, il s'en débarrasse, vend ses 2500 bulbes aux Glénans avec son secret de fabrication et d'acclimatation. Avec les narcisses, nous voici chez les Amaryllidaceae. Les fleurs de ces bulbes apparaissent au printemps sous forme de trompettes plus ou moins grandes, entourées de 6 pétales qui peuvent être retournés comme chez le narcisse des Glénans. Ce narcisse vit dans les prairies installées sur des sables humides, de dunes. Longtemps, des botanistes ont cherché à le rattacher à d'autres espèces déjà existantes, notamment au Portugal. Mais son origine reste mystérieuse. Il mesure 15 à 20 cm de haut, possède 2 à 4 feuilles vertes, étroites et un peu pliées en gouttière. Pratiquement éteint au début du XXe siècle, le narcisse des Glénans fait l'objet d'une gestion appropriée en Bretagne. Sa population est passée de 6500 pieds en 1985 à 286 000 pieds de nos jours. En 1932, il tente d'adapter un lotus sacré d'Égypte, le roséum, en plein air dans le bassin de son jardin. La réussite dépasse ses espérances et il écrit « Dois-je ajouter que cette plante excite au plus haut point l'enthousiasme des amis des fleurs. Ses magnifiques feuilles de velours vert, ses précieuses fleurs roses, exhalant un parfum captivant et indéfinissable, créent un ensemble somptueux qui arrête le visiteur le moins initié. Ce lotus est sélectionné pour l'Exposition universelle de Paris en 1937. Ne connaissant personne susceptible d'en faire pousser convenablement à la capitale, il décide d'envoyer le sien dans son bassin. Le déménagement est grandiose. Il a fallu 2 jours à 5 hommes pour charger l'énorme bac en ciment pesant plusieurs tonnes, écrit-il. Le transporteur, un spécialiste de Paris, fut sur le point d'abandonner. Il eut l'idée d'aller chercher une équipe de terrassiers qui firent dans ma cour un trou dans lequel on descendit le camion, un bijou de 5 tonnes à 6 roues dont 4 motrices. Hélas, le lotus ne survivra pas à cette aventure. Acclimaté à un jardin d'Anjou, il n'a pas su s'adapter à la vie parisienne. Lotus est le nom usuel donné à plusieurs espèces végétales, dont aucune n'est rangée par les botanistes dans le genre Lotus.
Les lotus bleus et blancs de l'Égypte ancienne sont en fait des nénuphars. Avec beaucoup d'eau et de soleil, le lotus produira en été de larges fleurs possédant de nombreuses étamines. Pendant la guerre, l'abbé Souillet ne songe plus guère aux fleurs, d'autant que son jardin est fort abîmé. Mais il s'intéresse à la culture des plantes potagères, soja et ricin à huile, dont il crée des variétés spéciales. Après 10 ans de travail, il obtient une amélioration de ces ricins nés de graines sauvages. Il avait mis au point de grandes cultures de soja, dont l'arôme de milly, et les fait se multiplier au printemps 1940. Malheureusement, la maison qui distribue ces sojas est anéantie par les bombardements et lui-même immobilisé par son accident de voiture. Aussi, doit-il supprimer ces cultures et les souches mères et les sojas sont vendus à une firme étrangère. Le soja est le nom donné à 2 espèces de légumineuses, l'une pour l'alimentation humaine, l'autre comme un engrais vert fourrage, mais surtout pour ses graines riches en protéines et en acides aminés. Ça s'arrête là pour moi, non, ça s'arrête pas là. S'il présente quelques ressemblances avec le haricot, il est cependant beaucoup plus haut et les gousses poilues ne donnent que 2 à 4 graines. Il acquiert ses talents de botaniste par l'étude assidue de tous les documents concernant les plantes et possède dans son presbytère de Milly une remarquable bibliothèque, la plus importante au monde du genre lys, précise-t-il. Un seul amateur peut rivaliser avec lui, un autre passionné de la culture du lys, le roi d'Angleterre. Il étudie tous les ouvrages antérieurs au XIXe siècle et possède de rares brochures sur la fructification des lys, datant du XVIIe et du XVIIIe siècle. En 1949, sa santé est préoccupante et les soins sont coûteux. Il doit alors se résigner à vendre sa bibliothèque et la propose à l'université de Boston contre la somme de $2250. J'ai décidé de me séparer de mon inestimable collection d'ouvrages et de brochures en toutes langues et de toutes époques, écrit-il. Je ne trahis pas les lys, ni ne les abandonne. Tant que je vivrai, je m'intéresserai à eux et je les aimerai, mais la décision dont je vous donne connaissance est nécessaire dans l'état financier où je me trouve. Ses recherches, son savoir, lui permettent de rencontrer des personnalités et des lieux illustres de la botanique. Il représente la France à la conférence de Londres sur les lys, correspond avec le maréchal perpétuel du conclave au Vatican et envoie au pape des graines de lys. Il est invité comme membre du jury à l'exposition internationale d'horticulture aux Pays-Bas, invité également par plusieurs instituts scientifiques aux États-Unis. Célèbre, il le devient aussi par une culture très particulière, celle des morilles, qu'il parvient à faire pousser toute l'année, puis il entre dans la légende grâce à la parution du roman « 21 cavaliers ». Dans cette histoire d'amour, de bravoure et de gloire, l'américaine France Parkinson Keyes raconte l'épopée des cadets de Saumur à Gênes et consacre une 20aine de pages à l'abbé Souillet. Bruno était allé voir le prêtre qui était un homme extraordinaire, spécialement compétent pour ce qui était des vins de la région, lisant le grec pour son plaisir et passant le reste de son temps à cultiver les lys. Il était considéré comme une autorité à cause des articles qu'il avait écrits à propos de ces fleurs, aussi bien dans des revues de jardinage françaises que celles d'Angleterre et des États-Unis. Les spécialistes hollandais étaient venus le consulter à plusieurs reprises. L'abbé s'adresse à l'héroïne de l'histoire. « Je vous ai apporté des bulbes
de Lilium paradilinum. Il semble convenir spécialement à un cadeau qui vous est destiné, puisqu'il est d'origine américaine. On le cultive en Oregon et en Californie, où on l'appelle le lys léopard ou panthère. Qui se souvient encore de l'abbé Souillet, sinon quelques anciens paroissiens? Laissons la conclusion à ce modeste jardinier qui ne cessa jamais d'être, avant tout, un homme de cœur. Au-dessus de nos petitesses et de nos luttes, la nature reste sereine. Les fleurs s'ouvrent, les oiseaux chantent, la providence qui les nourrit et les anime n'abandonnera pas ceux qui leur ressemblent, les âmes généreuses et pleines de bonne volonté. Nous vous remercions. Alors voici 21 cavaliers, ce roman qui l'a fait connaître et qui est paru en 1947. Et puis là, vous avez des photos, vous pouvez venir voir, notamment de ces fleurs. Alors voilà les fameux muguets, d'Ourdalie noir, pour une dame qui l'avait vu, il était très beau. Donc si vous voulez venir voir, voilà. Et si vous voulez poser des questions, essayez d'y répondre. Non. C'était un narcisse qui existait à l'état sauvage, au Glénan. Et puis, l'abbé Souillet, avec un ami qui s'appelait Monsieur Guilleneuf, qui s'était ruiné dans plein de choses, et qui avait cultivé chez lui, à Paris, dans 2 ou 3 pots, des narcisses des Glénans. Et il a vu qu'il allait mourir, cet homme-là, et il a dit à l'abbé Souillet, vous allez reprendre cette culture parce que le narcisse disparaît complètement. C'est fini. Les moutons ont tout brouté. Il n'y a plus du tout de narcisse. Donc l'abbé Souillet a repris ça et a joint les Glénans. Dans sa correspondance que nous avons numérisée, la correspondance de l'abbé Souillet est disponible. Tous ceux qui veulent la voir, vous demandez aux archives diocésaines et vous l'avez. Et là, on a toute la correspondance avec le maire des Glénans. Et l'abbé Souillet va lui vendre, mais pas cher du tout, tous ces narcisses pour repeupler les Glénans. Seulement, quand vous regardez à l'heure actuelle sur Internet, il n'en est jamais question. Or, il y a 20 ans, je les avais joints et j'avais expliqué, j'avais envoyé des documents. Il n'en est jamais question, et c'est grâce à l'abbé Souillet que les narcisses existent toujours. Oui, mais ça a été vendu à un particulier. C'est la cure de Gênes qui a repris la cure de Milly, parce qu'après lui, je crois qu'il y a eu encore un prêtre, mais après ça a été fini. Pardon. Oui, les galeries, parce que c'est l'ancien bâtiment des galeries, qui était une salle de garde du château de Milly, eh bien, ça a été vendu. Et non, il n'y a plus rien des fleurs de l'abbé Souillet. Il n'y a plus rien. Dommage. Et comme il a vendu toutes ses collections aux États-Unis, parce qu'il dit les Français sont bêtes, ils ne comprennent pas. Il faut, moi je suis prête à vendre mes collections parce qu'il en avait besoin pour se soigner. La sécurité sociale venait seulement d'être créée.
Donc, il n'a pas pu vendre sa collection en France, il l'a toute vendue aux États-Unis. Et tous les lys que l'on voit, toutes les couleurs qui viennent des États-Unis maintenant, sont à l'origine les lys de l'abbé Souillet, mais ne portent plus son nom. Une chose qui est très importante, qui est très impressionnante, c'est sa correspondance. On a beaucoup de chance parce que elle a été en partie sauvegardée et toutes ces archives sont à la Société des Lettres. Ça doit Oui. faire 12 boîtes d'archives et pleines. Et dedans, on voit, mais il correspondait avec Hong Kong, Macao, là, il allait chercher des fleurs, mais dans des endroits au fin fond de la Mandchourie ou en Amérique du Sud et tout. Il a des correspondances, enfin, rien que les papiers à lettres, vous pouvez faire une collection magnifique parce que c'est à cette époque-là, en plus, le papier à lettres, on le décorait et c'est étonnant. Ah oui, il y a des lettres magnifiques qui peuvent être... Alors, les originaux sont à la Société des Lettres et la version numérique se trouve aux archives diocésaines. Donc, n'importe qui peut le demander. Non, absolument pas. Non, mais il avait une bonne copine qui lui traduisait l'anglais. L'anglais. Pour l'allemand, il s'est débrouillé peut-être avec un de ses amis, je crois que c'est Monsieur Tonnelier, enfin un de ses amis lui traduisait l'allemand, oui. Le chinois, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une ou deux lettres avec des signes. Alors là, je ne sais pas. Oui, parce qu'il disait que le seul, c'est ce que tu as dit, le seul qui le dépassait, c'était le roi d'Angleterre. Oui. Il y avait un jardin encore, certainement une collection plus grande que la sienne. Oui, de lys. Alors il est invité à rencontrer le roi d'Angleterre. Et c'est très amusant parce qu'il dit oui, mais moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter un clergyman. Ben non. Donc, je demande l'autorisation de venir en soutane. Et le roi d'Angleterre l'a autorisé. Donc, il était le seul homme en soutane à la cour d'Angleterre. Mais il chinait beaucoup, autrement. Il demandait... Bon, il n'avait jamais d'argent. Et c'est vrai que les prêtres vivaient chichement, mais beaucoup l'aidaient financièrement. Il est enterré dans le cimetière de Milly. Oui. C'est tout simple. Il a... Pardon ? Ah ben, quand nous y allons, nous en mettons. Non, c'est une dalle de marbre. Non, puis, qui le connaît maintenant ? Quand j'avais commencé la recherche, il y avait encore de ces petits anges de Noël, comme il disait, ou ces petits enfants de cœur. Mais maintenant, je crains qu'il n'y en ait plus beaucoup. Oui. Ah oui, mais il n'était pas du tout connu. Et puis, il était assez teigneux dans ses courriers. Alors peut-être que... pas toujours aimable. Non. Il se fâchait volontiers s'il n'avait pas exactement ce qu'on lui proposait. Enfin, lui demandait telle graine de telle fleur, des bulles, des machins, des trucs. Et s'il ne recevait pas cela, ou si c'était de mauvaise qualité, il n'hésitait pas à se fâcher et à ne pas payer. Ah non, mais il n'était pas très, très facile. Comme c'était une époque où on écrivait, on se téléphonait pas, c'est pour ça qu'il y a des archives, parce qu'il a tout gardé. Parce que rien que déjà ses frais de correspondance, il envoie tout mal. Oui. Dans sa bibliothèque, il avait des livres rares. Extrêmement rare, oui.
Ça fait partie. Alors sur la table, vous avez donc une carte postale qu'on avait retrouvée avec Micheline et puis Marie au presbytère de Gênes, hein, puisque toute la correspondance de botanique se trouvait à la Société des Lettres, mais nous avons retrouvé les agendas et quelques cartes postales qui traînaient. Hein, en voilà une d'Italie. Le plan de Londres qui lui a servi pour aller voir le roi d'Angleterre. Donc 21 cavaliers dans sa version originale. Originelle, pas originale, originelle. Oui, c'est un livre qui a été écrit par une Américaine. Une Américaine à succès, mais c'est un livre qui avait été commandé par Combier. Par Combier, en fait. La maison Combier. Il faut faire de la publicité pour Combier. C'est pour ça que c'est le cavalier de Combier qui se trouve sur la jaquette d'origine. Et dans le livre, elle parle le personnage rencontre l'abbé. Alors c'est une belle histoire, hein, qui est très triste. Il y a les cadets, il y a beaucoup de choses, mais qui a eu énormément de succès. Hein. Et puis voilà un exemple de son écriture aussi que nous avons retrouvé à Gênes. Oui. Ah ben oui, l'archéologie. Hein, et il ramassait des morceaux de poterie qu'il trouvait autour de chez lui. Et un des derniers curés de Gênes, Loïc Bruno, m'a remis des morceaux de poterie sigillés qu'il avait ramassés et qui se trouvaient, qu'il avait exposés dans un coin. Ces morceaux de poterie sont toujours aux archives diocésaines, donc si vous vouliez les voir, parce que les archéologues de la région en ont beaucoup et ça ne les intéresse pas tant que ça. Alors là, j'avais retrouvé aussi, alors c'est amusant, le règlement du patronage. Il avait créé un patronage et dedans, on voyait qu'il donnait aux enfants, à 4 heures, un goûter, avec des boissons hygiéniques, vin, bière ou limonade. Maintenant, je crois que ça ferait... Pas tout à fait. Voilà. Donc, ces enfants de cœur fonctionnaient... Oui, excusez-moi, je voudrais juste vous dire que tous les adhérents de l'Association généalogique de l'Anjou ont dû trouver un crayon avec des petites semences dans le haut du crayon, dans la petite capsule verte. Alors il va falloir faire comme l'abbé Souillet, il va falloir mettre les petites graines dans la terre. N'attendez pas trop. Et utiliser le crayon. Il y a peut-être encore des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je ne voudrais surtout pas interrompre les échanges. Je pense que c'est intéressant aussi pour démarrer une réflexion, parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse tant le problème de conservation des plantes, et puis c'est l'actualité, les légumes anciens, etc., les anciennes variétés. Et éviter également le monopole des grandes firmes sur... C'était intéressant de savoir que c'est parti près de la commune chimique. Ah oui. Et il doit y avoir encore des plants de soja dans la forêt de Milly. Mais où? Si vous vous promenez dans la forêt de Milly, regardez bien, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais il se peut, parce qu'il y a des chercheurs qui m'ont demandé de retrouver cet arôme de Milly qu'il avait créé. Oui. Un chercheur de l'INRA, oui. Plusieurs chercheurs de l'INRA s'intéressent, mais maintenant...
Alors, cet orgue, c'est quand l'abbé Souillet est mort, ou juste avant sa mort, quand il voyait que ça n'allait pas très bien, il en a fait don à la femme d'un de ses amis qui l'aidait à faire le bulletin paroissial. Et cette dame l'a vendu parce qu'elle avait besoin d'argent, et elle l'a vendu à un collectionneur de Suisse. Et il est là-bas depuis. L'orgue de la reine Marie-Amélie. Oui. Oui. Oui, ben on l'a en photo. Hein. Oui, ah, ben le voilà. Oui. C'est l'orgue de Fourneau. Oui. Les livres. Oui, oui, oui. Il y en a plus. Il y en a plus. Ouais, c'est celui-ci, mais non, bah, c'est épuisé. Bah, mais ça fait partie du temps qui passe. Mm. Mm. Voilà, donc si vous passez par midi, n'hésitez pas. Allez au cimetière. Ceux qui restent, ou le vitrail dans le mur. Oh, ben bien sûr. Bien sûr. Qui est tout près, à 80 mètres. Oui, bon, c'est bon, là, ça n'a pas besoin d'être enregistré. Hein. Voilà. Non,